Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette interview dans le cadre des JESFC TV. Alors, on a la chance d'avoir avec nous deux présidents de communautés importantes de la Société française de cardiologie. Hakim Benhammer, qui est cardiologue interventionnel à Paris et qui est président du GACI, et François Rouby, qui est cardiologue à Montpellier et qui est président de la filiale insuffisance cardiaque. Hakim, il y a eu des grandes innovations, bien sûr, dans ton domaine au cours de l'année. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu ? Alors, effectivement, on a un domaine qui est très actif et très innovant. Je vais commencer par le scanner, si tu permets. Oui. L'imagerie. Effectivement, le scanner coronaire est une technique qui est de plus en plus importante dans notre pratique, et notamment pour les cardiologues lorsqu'ils font du screening ou lorsqu'ils suivent leurs patients pour des syndromes coronariens chroniques. Au départ, le scanner avait une valeur prédictive, il a toujours d'ailleurs, une valeur prédictive négative excellente. Et c'est pour ça qu'on l'utilisait, en gros, pour éliminer ceux qui n'avaient pas de problème coronaire. Aujourd'hui, dans le risque intermédiaire, le scanner coronaire donne des résultats extrêmement intéressants. Et dans les recommandations, il apparaît comme étant un élément qui peut être le premier examen à réaliser pour ces patients à risque intermédiaire. Donc je pense que c'est un élément très important et qui va probablement changer notre pratique. Pourquoi ? Parce que du coup, on voit arriver en salle de cathé des patients qui n'ont fait l'objet que d'un scanner en amont, et donc sans test fonctionnel. Et heureusement qu'on a un outil supplémentaire qui est celui de la FFR, sur lequel on pourra éventuellement revenir. Oui, alors justement, en salle de cathétérisme, donc maintenant ce qu'on apprend, c'est qu'ils arrivent quelquefois avec uniquement un scanner, donc c'est déjà effectivement une grande innovation. Et ensuite, vous, pendant votre examen angiographique, est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de tester la sévérité d'une sténose et puis de décider d'un traitement ou non ? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, la FFR, donc l'étude hémodynamique des pressions à l'intérieur de la coronaire, nous permet, grâce à un cut-off bien déterminé de 0,8, de dire qu'il y a un risque d'événement lié à cette lésion. Donc on peut piloter la thérapeutique grâce à la FFR sur des lésions notamment intermédiaires qui peuvent être requalifiées, c'est-à-dire lésions serrée non hémodynamique ou une lésion non serrée qui devient hémodynamique et qui nécessite une prise en charge thérapeutique. Donc cet outil qu'est la FFR est absolument extraordinaire. Au demeurant, l'année 2021 est une année compliquée pour la FFR, pour plusieurs raisons. Parce que c'est vrai qu'on l'a totalement absorbé dans notre pratique, mais pour les multitronculaires, pour les patients compliqués, la FFR est un peu décevante et il faut savoir l'utiliser à bon escient, notamment pour les lésions qui sont intermédiaires et les requalifier pour être traitées. Mais il ne faut pas utiliser nécessairement de la FFR sur les multitronculaires pour dire ce tritronculaire, c'est en réalité un bitronculaire, et c'est les résultats que l'on a eu avec FAME3, où on a comparé une revascularisation complète par la chirurgie versus une revascularisation pilotée par la FFR en angioplastie. Et là, les résultats ne sont pas à la faveur de l'angioplastie et de la FFR. Donc, c'est un bel outil, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. D'accord, donc un outil indispensable de votre pratique, mais qu'il faut bien sûr utiliser comme il se doit. On peut parler de coronaire sans parler de stenting ? Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, je crois que dilater une artère sans mettre de stent, ça se fait quasiment jamais, sauf dans certains cas, dans certaines phases aiguës. Par contre, ce qui a changé considérablement dans le stenting, d'abord, c'est les plateformes. Donc, les stents se sont considérablement améliorés. Donc, on a eu toute la période de l'arrivée des molécules avec les limus, etc. Mais c'est surtout que les plateformes se sont considérablement amincies, tout en gardant la même résistance
distance, ce qui permet une endothélialisation des stents beaucoup plus rapide, et donc une thérapeutique antiagrégante plaquettaire qui a complètement changé à la faveur de durées de bithérapie qui sont de plus en plus réduites, et notamment une prise de conscience pour le cardiologue interventionnel du risque hémorragique, parce qu'on a tellement fait baisser le risque ischémique par nos pratiques que le risque hémorragique a émergé. Et là, pour améliorer le pronostic de nos patients, eh bien, on essaye de réduire ce risque hémorragique, d'abord en identifiant les patients exposés à ce risque, et puis en réduisant les durées de bithérapie, notamment chez les patients sous anticoagulants. Et il y a de très très belles études qui viennent de sortir et qui nous permettent de réduire l'exposition au risque hémorragique sans augmenter le risque ischémique. D'accord, donc beaucoup d'actualités. Masterlab, d'accord. Beaucoup d'actualités dans ce domaine. J'ai même entendu que tu n'as pas parlé de trithérapie, ce qui veut dire que ça, c'est totalement terminé. Non. La trithérapie existe pour une période courte, quand les patients sont anticoagulés pour d'autres raisons. Et on y associe donc une bithérapie antiagrégante pendant une durée très courte. Pour certaines études, jusqu'à 14 jours, on peut réduire cette durée. Très bien, merci beaucoup. Dans le programme de nos JE SFC 2022, qu'est-ce qui va passionner les... D'abord, je crois qu'il faut... c'est les 20 ans du TAVI. Donc la superbe conférence auquel on vient d'assister est absolument extraordinaire, avec le professeur Alain Cribier, qui est le pionnier, l'une des fiertés de la cardiologie interventionnelle française. Je crois que c'est vraiment une très très belle session qu'il faut revisiter, qu'il faut revoir. Alors il y a des sessions qui sont... Il y a jeudi par exemple à 11h30 dans la salle 342, le TAVI pour tous. TAVI pour tous, alors c'est sûr qu'on est en train de grignoter sur les indications, et notamment le bas risque. Vendredi, on peut se focaliser sur le bas risque dans le TAVI, vendredi à 8h30 amphi Bordeaux. Pour ce qui est des valves, toujours, parce qu'il y a des progrès aussi qui sont faits, et Alain Cribier l'a évoqué tout à l'heure, c'est un champ d'activité qui va croître, c'est celui de l'insuffisance mitrale. Et il y a une très belle session qui est prévue sur la mitrale et le MitraClip, notamment dans l'insuffisance cardiaque, tu nous en parleras peut-être, sur donc le MitraClip dans l'insuffisance cardiaque, les IM, 242 jeudi à 13h45, la tricuspide. La tricuspide, c'est des patients qui sont dans des cul-de-sac thérapeutiques. On ne sait pas quoi faire avec ces malades-là. Il y a des résultats encourageants, c'est encore des registres, mais il y a des résultats absolument encourageants sur le TriClip. Il y a 2 conférences aussi sur la cardio-imagerie qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui, le qui sont très importantes. Oui. Il y a une très belle session sur la cardiologie interventionnelle et la tomodensitométrie cardiaque qui va être, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est concurrent, par Stéphane Hackenbach. Donc c'est Amphibleu ici, à 13h jeudi. Et une autre conférence Yves Julière, paix à son âme, sur la maladie coronaire, scanner coronaire uniquement, qui sera donné par Patrick Serruis, donc un grand nom de la cardiologie interventionnelle, toujours Amphibleu, à 14h30 jeudi. Oui, donc de très très belles conférences, de l'imagerie. Visiblement, toutes les valves maintenant peuvent être traitées de façon interventionnelle. D'autres choses encore ? 2 petites choses encore. Une pour les coronaires, les nouvelles approches dans les syndromes coronariens aigus non ST+, intéressant, sur la stratégie invasive rapide, sur la précharge. Il y a beaucoup de questions avec Gilles Montalesco, donc une session à ne pas rater, c'est vendredi, salle 252 à 11h30. Et puis la FFR que j'ai déclinée tout à l'heure avec toute sa problématique, qui est aussi une très belle session à 14h30 vendredi, salle 242. Merci beaucoup, Hakim. On voit que le programme est extrêmement riche, d'autant que l'actualité elle-même était très riche. François Rouby, nouveau président du groupe Insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie. Alors, on commence par les points forts de la discipline ou on commence par le programme ? Par les points forts, peut-être. Oui.
Alors les points forts, c'est clairement d'abord les recommandations qui étaient très attendues cette année et qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui vont occuper un certain nombre de sessions. Les recommandations, je vous le rappelle, il y avait beaucoup de discussions pour savoir comment la société européenne allait pouvoir positionner les différentes classes thérapeutiques qui montrent une réduction de la mortalité. Et donc ces recommandations très pragmatiques qui en même temps font porter la charge aux cardiologues de savoir par quoi je commence, vont donner lieu à de nombreuses sessions. Je rappelle que dans les recommandations, que ce soit les IEC, sartan, sacubitril, valsartan, les bêta-bloquants, les inhibiteurs des minéralocorticoïdes, puis les glyphlosines, sont maintenant tous à mettre le plus tôt, le plus vite, le plus fort. C'est le message principal des recommandations. Et donc, beaucoup de sessions tourneront autour de comment je fais, par quoi je commence, donc des sessions très pratiques, et puis qui vont faire bien sûr la part belle aux données récentes sur les glyphlosines, parce qu'il y a beaucoup de données, et en particulier dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ce qui est vraiment une nouveauté, donc des sessions très riches, rien qu'autour des médicaments dans l'insuffisance cardiaque. D'accord, alors ça c'est les médicaments. Alors pour moi qui suis rythmologue et quelquefois impliqué dans du non médicamenteux chez le patient insuffisant cardiaque, là aussi il y a des innovations. Bah oui, je crois qu'Hakim l'a déjà évoqué et tu es bien placé pour le savoir. L'insuffisance cardiaque, ce qui est passionnant, c'est que c'est très transversal et donc finalement tout le programme des journées européennes consacre l'insuffisance cardiaque. Je ne vois pas ce qui n'y correspondrait pas. Alors tu l'as dit, bien sûr, en rythmologie, en cardiologie interventionnelle, avec des devices comme le clip mitral ou comme le shunt interatrial, qui ont un stade beaucoup plus de développement, bien sûr la resynchronisation. Et puis il y a aussi des approches ni strictement médicamenteuses de l'insuffisance cardiaque, ni strictement du device, comme la vaccination, comme la prévention. Et effectivement, c'est le continuum des progrès également en imagerie ou dans la prise en charge de la valvulopathie, et puis du réseau et de la prise en charge coordonnée du patient. C'est ça, oui, on a beaucoup entendu, je crois, la nécessité de mettre en place des centres d'excellence, mais que ces centres d'excellence ne soient pas isolés finalement des autres pourvoyeurs de soins pour le patient et donc de ce réseau dont on vient de parler. Alors, j'avais une question en tant que non spécialiste du domaine. On voit quelquefois l'insuffisance cardiaque comme quelque chose de très global, de très homogène. Est-ce qu'il n'y a pas des situations particulières à dégager, vraiment une hétérogénéité qui se cacherait derrière cette pseudo-homogénéité ? Je crois que tu as mis le doigt sur un point important. Toute pathologie cardiaque peut aboutir à de l'insuffisance cardiaque, mais du coup, forcément, c'est très hétérogène. Alors on a des situations depuis la myocardite, par exemple, qui a une situation bien à part, les cardiopathies du perpartum, les anomalies valvulaires, tout ça, ça ne va pas être pris en charge de la même façon. Il y a beaucoup de sessions consacrées à ça, vendredi matin par exemple sur la myocardite, et puis les nombreuses sessions que tu as évoquées, Hakim, je ne reviendrai pas, sur les valvulopathies en sont l'exemple. D'accord, donc il va falloir probablement naviguer dans ce programme pour aller de session en session glaner ce qui correspond à nos patients. Alors justement, si on devait mettre l'accent sur certains points du programme, est-ce que ton groupe a retenu plutôt certaines communications que d'autres ? Alors j'évoquais par exemple sur les myocardites, entre autres parce que ça va faire l'objet de nombreuses études qui vont commencer, des études françaises et internationales dans le domaine, qui est encore un peu orphelin de grandes études. Donc je crois que c'est des décisions qui sont vraiment importantes. Le groupe également est très investi dans tout ce qui est prise en charge du choc cardiogénique ou de l'insuffisance cardiaque avancée, l'assistance, la transplantation, pour aller un petit peu au-delà de ce qui aura été beaucoup déjà défriché sur les médicaments proprement dits. Et puis, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que ce soit la cardiopathie ischémique, la valvulopathie, il y en aura un peu pour tous les goûts, je pense, en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des conférences particulièrement attractives dans le domaine qui est le tien ? Alors, ce jeudi matin, on évoquait tout ce qui est non médicamenteux, que je pense important parce que, tu l'as évoqué, c'est une prise en charge globale et le cardiologue est en première ligne pour faire des choses qui ne sont pas strictement de son domaine. On ne va pas regarder le stent, on va regarder, tu l'as très bien dit Hakim, l'environnement pharmacologique, mais je reviens sur un de mes dadas actuels qui est la vaccination, c'est un sujet d'actualité. Le cardiologue, si le cardiologue ne le fait pas, et je pense à la vaccination contre le pneumocoque par exemple, personne ne le fera.
D'accord. Donc oui. Donc on a vraiment un rôle de plus en plus important à jouer finalement dans une prise en charge globale. Très bien. Est-ce que la vie de la communauté va être marquée par des événements qui mériteraient d'être signalés? Là, il se passe des choses importantes chez vous? Alors on prend chacun la présidence des groupes. Ça va être dans la continuité de ce qui a été fait. Nous, on a le groupe Insuffisance Cardiaque, un groupe très dynamique. Donc on va essayer de maintenir ce dynamisme avec, malgré les contraintes qu'on rencontre tous dans le contexte de pandémie. Donc oui, toujours intégrer davantage nos paramédicaux, développer les thématiques d'avenir d'insuffisance cardiaque avancée, de prise en charge globale, comme tu l'évoquais. D'accord, oui, c'est vrai que je me suis un petit peu occupé des groupes pendant la période qui précédait, et on aimerait qu'il y ait vraiment une interaction entre les groupes. Et je crois que finalement, l'actualité nous montre que l'interaction est nécessaire. Hakim, est-ce que tu imagines de l'interaction? Alors par exemple, les rythmologues viennent quelquefois interférer avec vos techniques de TAVI pour les éventuels problèmes de bloc atrioventriculaire. On envisage des études communes. Est-ce que tu as en tête des choses comme ça qui vont émerger entre les groupes? Déjà, de ces journées, je pense que c'est cristallise le fait que l'interactivité entre nos différentes spécialités qui s'entrecroisent dans notre pratique est indispensable. Et tu as mis le doigt sur un élément très important. Quand on prend par exemple le TAVI, l'un des points faibles du TAVI aujourd'hui, je crois qu'il faut le redire, c'est les troubles de conduction, notamment si on commence à dilater vraiment des patients très jeunes, mettre en place des valves chez des patients très jeunes. Avoir un pacemaker n'est pas totalement anodin, ça change quand même la vie. Donc il y a véritablement un travail qui doit se faire de manière synergique entre les différents groupes. Et puis on voit de plus en plus apparaître dans toutes les recommandations la notion de multidisciplinarité pour prendre des décisions. Et je crois que ça c'est devenu quelque chose de capital. Pour la raison suivante, c'est qu'on est de plus en plus spécialisé en cardiologie interventionnelle, on est spécialisé dans la spécialité. Donc il est indispensable d'échanger entre nous et de progresser ensemble sur les différentes thématiques, tout à fait. Oui, d'ailleurs, François en parlait, les infirmières de pratique avancée, tous ces nouveaux réseaux finalement de soins qui vont venir rendre service à nos patients. On en parle bien sûr au cours de ces journées, puisque notre groupe des paramédicaux est évidemment représenté. Dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a des grandes études qui se profilent dans ce domaine, ou est-ce que la France est en train de travailler là-dessus ? La France travaille beaucoup là-dessus, puisque dans la prise en charge au parcours du patient insuffisant cardiaque, c'est prévu. Il y a eu plusieurs expérimentations et déjà des centres qui travaillent avec des infirmières en délégation de tâches qui ne sont pas forcément des infirmières en pratique avancée. Et puis beaucoup d'entre nous, on commence à avoir des infirmières en pratique avancée. C'est un nouveau métier, c'est une nouvelle façon de nous aider à prendre en charge les patients. Et ça va permettre de faire le lien peut-être un peu plus aussi entre les sous-spécialités, comme disait Hakim, avec le médecin traitant, avec le cardiologue traitant. Donc ça va vraiment dans le bon sens, je pense. Oui, donc on se rend compte que finalement, même si on est tous des hyper spécialistes, peut-être des spécialistes dans la spécialité, on a ce besoin d'avoir un regard qui soit le plus global possible. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a vraiment souligné ce qui était important à vos yeux. Je vous remercie d'avoir fait ce tour d'horizon sur le programme, d'avoir fait ce tour d'horizon également sur votre communauté. Puis je vous remercie de tout le travail que vous faites au sein de la communauté. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude.